Alors, Nancy, je reprendrai le contrôle de l'image principale, s'il vous plaît. Et voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Nancy, elle fait toujours jouer du Jack Johnson lorsqu'on débute un événement. Ça me met de bonne humeur. Ben oui. Aïe, aïe, aïe. Avec le changement d'heure, le manque de luminosité. Ah oui, voilà. Voilà, On a voilà. besoin de Jack Johnson. Ah, on a toujours Et besoin de de Jack bon Johnson dans café. notre vie. Bon, ben, je crois qu'il est, oui, effectivement, 19h30. Je vois qu'il y a bien des gens qui sont arrivés. Euh, Bonjour tout le monde, bonsoir. Bienvenue à ce webinaire qui est organisé par Kaleido. Mon nom est André Auger. Dans la vie, je suis un animateur, un maître de cérémonie. Puis là, il me fait bien plaisir d'animer, de co-animer, ou du moins, en tout cas, bref, de présenter les différents webinaires qu'il peut y avoir avec Kaleido. Alors, ce soir, ce qu'on voulait vous offrir, c'était vraiment de vous aider à en prendre, apprendre un peu plus sur un beau terme écrit long comme ça qui se dit la parentalité responsabilisante. Alors, elle va pouvoir tout vous expliquer ça dans quelques instants. Si moi, je vous l'expliquais, je vous dirais, ça, c'est l'art pour un parent d'être responsable. Mais je pense qu'il y a plus de détails que ça. Alors, on sera en compagnie de Nancy Doyon que vous pouvez voir avec moi. Un petit mot sur Kaleido pour commencer. Kaleido qui est spécialisé en régime enregistré d'épargne-études, les REA. Depuis 1964 qu'on fait ça. Kaleido, c'est une gamme de REA flexible, donc Idéo Plus, qui colle vraiment à la réalité financière des familles. En plus des REA, Kaleido offre à ses clients une panoplie de services, de ressources afin de vous soutenir, vous, les parents, bien souvent dans les défis du quotidien, que ce soit du coaching familial, du tutorat, les finances familiales, l'orientation scolaire, la santé mieux-être. Bref, il y a différents webinaires qui vous sont présentés et autres sujets et autres services qui vous sont offerts. Ce n'est pas que les régimes d'épargne enregistrés d'études. Alors, Nancy Doyon est d'ailleurs partenaire de l'offre d'accompagnement de Kaleido. Alors, elle offre des conseils aux parents par le biais de capsules vidéo, des outils pratiques et un petit peu plus. Alors, à son sujet, avant de lui céder complètement la parole, Nancy, elle est coach familiale, éducatrice spécialisée, auteure conférencière. Si vous avez eu la chance de voir ses autres webinaires, vous savez que c'est toujours intéressant et qu'elle a toujours une nouvelle façon d'amener les choses, une façon différente de voir ça. Elle est présidente et fondatrice de SOS Nancy, qui se spécialise, c'est une école de coaching familial, ainsi que l'Institut de coaching familial. Donc, elle aide les familles à traverser les différents défis qu'on peut avoir en tant que parent. Elle les accompagne donc les parents à mettre en place des interventions, des fois qui sont structurantes, respectueuses, mais surtout bienveillantes. Puis vous allez vite vous en rendre compte donc dans sa présentation. Quelques petites informations logistiques. Là, il y a encore plus de gens qui sont arrivés. Alors voilà, c'est super. Quelques petites informations supplémentaires à vous donner. Premièrement, vos micros, les caméras sont fermés. Tout à l'heure, vous entendiez peut-être pianoter. C'était moi qui étais en train d'écrire des choses. Alors, vous, vos micros sont fermés, donc vous ne pourrez pas intervenir. Un webinaire, c'est ainsi. Pour tous les commentaires et les questions, ben là, il y a deux façons de procéder. Alors, dans la barre du bas, habituellement, vous allez retrouver le chat. Alors, le clavardage. Donc, vous pouvez à cet endroit-là, si vous avez des questions pour Nancy en cours de route, Nancy se fera un plaisir d'y répondre. Je vais l'interrompre. Là, vous allez voir ma grosse face revenir et ça va me faire plaisir donc de venir la déranger pour pouvoir poser vos questions. Si vous désirez avoir une question un peu plus privée, c'est possible également, et là, on ne nommera pas, on ne dira rien, ben, vous allez dans ce qui s'appelle le Q&A, le Q&A, là, dans le bas, les questions et réponses. Sauf si vous allez retrouver ça là, bien là, vous pouvez écrire votre question à cet endroit-là. On va les voir, on va essayer d'y répondre également. Le webinaire va être d'une durée d'environ 30 à 45 minutes. Tout ça aussi est enregistré. Ce sera possible si vous désirez le recevoir. Ben, si vous désirez le revoir, il y a un lien de rediffusion qui vous sera envoyé par courriel dans les prochains jours et ce sera disponible pour 30 jours. Alors, ce sera à vous donc d'aller voir ça. Là, ce sera là pour un mois. Alors, voilà.
Parentalité responsabilisante. Nancy, qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis je te laisse tout le plancher, puis je reviens te déranger tantôt avec les questions. Parfait. Hey, content d'être avec vous ce soir, mesdames et messieurs. J'essaie de voir comment on peut me mettre au centre. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je vais y arriver. OK. Ah, ça, c'est André qui est en. Ah, ça ne marchera pas. C'est pas grave. OK. Dans ce cas-là. Content d'être avec vous ce soir pour parler de responsabilisation. André avait en partie raison tout à l'heure quand il parlait d'être un parent responsable, mais ce soir, je veux surtout vous parler de comment vous pouvez amener vos enfants étape par étape à se responsabiliser. C'est le thème d'un de mes derniers bouquins, un de mes best-sellers, Parents responsabilisants. J'ai écrit quand même plusieurs bouquins, à deux doigts, ma foi. Et j'ai développé une méthode en 10 étapes pour apprendre aux enfants à être responsables. Mais là, avant qu'on se parle de comment développer la responsabilisation chez nos enfants, je veux qu'on s'entende sur qu'est-ce que je veux dire par là, responsabiliser nos enfants. Souvent, quand je parle de responsabilisation aux parents, les gens se disent: Ah, ben écoute, ben oui, moi aussi, tu sais, je veux que mon enfant soit autonome. Je veux qu'il s'habille tout seul, qu'il fasse ses devoirs par lui-même, qu'il n'ait pas trop besoin de moi pour ses routines. L'autonomie, puis là, on est en train de parler d'autonomie fonctionnelle, donc faire ses affaires par lui-même, ça fait partie de la responsabilisation. Cependant, la responsabilisation, pour moi, c'est beaucoup plus large que ça. Ce que je veux proposer aux parents, c'est des stratégies pour apprendre à leurs enfants surtout à être plus conscients de leurs besoins, être plus conscients de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, être capable de prendre du pouvoir sur leur vie, donc demander ce qu'ils ont besoin, s'affirmer aux besoins, mais aussi être capable d'apprendre à réfléchir par eux-mêmes. Je trouve que présentement, on a une génération d'enfants qui ont toujours un adulte derrière eux pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Et là, d'ailleurs, si vous me permettez, on va aller vers mon partage d'écran. Euh, je vais faire une espèce de petite alternance là, dans la soirée là, entre le PowerPoint et ma face, parce que j'aime bien des fois vous parler les yeux dans les yeux. Parlons, pour commencer, de l'histoire de Clara. Il était une fois la petite Clara, on va dire qu'elle a environ, mettons, 5 ans. Clara, c'était le printemps, elle va jouer dehors. On ne sait pas pourquoi elle est allée jouer dehors. D'ailleurs, le Wi-Fi devait être en panne. Bref, on est au début de l'été, elle va jouer dehors et elle explore un peu son environnement. Et là, tout à coup, elle voit un arbre avec une branche. Et là, elle voit qu'il y a quelque chose qui bouge sur la branche. Donc, elle s'approche progressivement de la branche, elle regarde ça, et là, elle voit un cocon. Et dans le cocon, il y a quelque chose qui gigote. Et là, elle s'approche, puis elle trouve ça fort intéressant. Puis là, elle se dit: Waouh, il y a un papillon qui essaie de se débattre pour sortir de son cocon. Elle l'observe pendant un certain temps jusqu'à ce que le papillon a comme l'air de se fatiguer et il arrête d'essayer son processus pour sortir. Elle dit: Ah, oh, pauvre papillon, il a l'air de s'épuiser. Je pense que je vais l'aider. Alors, avec la meilleure intention du monde, délicatement, elle ouvre le cocon et le papillon, tout heureux, sort du cocon et se met à voler. Et au bout d'à peu près 30 mètres, paf, il tomberait de mort. La petite ne comprend pas trop, va voir le papillon, essaie de lui dire de voler, mais il ne vole pas. Et là, elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc, elle rentre à l'intérieur, puis elle va voir son père. Son père est installé confortablement sur son téléphone. Et elle a dit: Papa, 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 papa. Et là, papa finit par lâcher son téléphone pour lui répondre. Et elle lui explique sa mésaventure. Et là, papa lui dit: Ah, pauvre cocotte. Tu pensais bien faire en aidant le papillon à sortir de son cocon. Sauf que
Quand le papillon se débat contre le cocon pour sortir, ça lui permet de développer la force et la résistance qui va lui permettre ensuite de voler pendant des milliers de kilomètres sans se fatiguer. En l'aidant un peu trop à sortir de son cocon, tu lui as pas permis de développer cette force et cette résistance-là et il est mort d'épuisement. Bref, s'il est mort, c'est ta faute. OK, elle fait 3 ans de thérapie, mais qu'est-ce que ça nous dit, ça? Je vous laisse comme un petit 30 secondes, le temps de boire une gorgée, pour laisser réfléchir, dire quel est le lien, Nancy, entre l'histoire du papillon et responsabiliser nos enfants. Vous l'aurez deviné, je pense que parfois, dans un immense souci de bienveillance, parce qu'on aime nos enfants, parce qu'on veut être de bons parents, bien, je pense que parfois, on en fait trop pour nos enfants. On leur facilite trop la vie et qu'en bout de ligne, ça ne leur permet pas de développer leur force et leur résilience. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce qu'il faut faire, c'est battre nos enfants, leur crier dessus, puis leur rendre la vie difficile. Ce n'est pas ça que je dis. Mais j'ai comme parfois l'impression, quand j'observe les générations, puis bon, à travers mon coaching familial, des fois, j'ai l'impression qu'on a une épidémie de trop bons parents. Des parents qui veulent trop que leur enfant soit bien tout le temps. En parallèle, ben, la petite, quand elle a ouvert le cocon, ben, elle a permis au papillon de sortir, mais il n'était peut-être pas prêt. Et c'est une des observations que je fais. J'ai l'impression que parfois, comme parents, d'une part, on essaie de trop faciliter la vie de nos enfants. On leur dit quand manger, on leur dit quand boire, on leur dit quoi porter, on leur rappelle quand c'est l'heure de faire leurs devoirs, on est au-dessus de leur épaule pour effacer si jamais il y a une erreur. Quand Olivier, justement, a oublié son sac d'école, on fait ah, attends, je vais trouver une solution. Donc, on est toujours là pour nos enfants, pour leur rendre la vie facile, d'un côté, mais de l'autre côté, je trouve que présentement, on en demande beaucoup. C'est drôle, c'est un peu paradoxal. C'est un peu comme si, d'un côté, on mettait nos enfants dans Watt, puis de l'autre côté, on leur exigeait des responsabilités, des fois, que je trouve vraiment lourdes. On s'entend, là, tu sais, nos jeunes, on s'attend à l'école à ce qu'ils performent, on s'attend à l'école à ce qu'ils soient toujours calmes, tranquilles, qui ne dérangent pas. On a pris leurs responsabilités à leur place, mais en même temps, on s'attend à ce qu'ils soient autonomes. Je trouve, puis tu sais, même le nouveau programme que j'adore, le nouveau programme scolaire qui est là quand même, il n'est plus si nouveau que ça. On demande aux enfants à travailler en équipe. Ils doivent chacun émettre leur opinion, trouver des compromis. C'est génial. Mais tu sais, des fois, je trouve que la marche est haute à monter. Donc, mon point derrière mon bouquin et derrière la conférence de ce soir, c'est que je pense que des fois, on saute des étapes. Je pense que d'un côté, on veut trop que nos enfants soient bien et on leur rend ça trop facile, puis de l'autre côté, on voudrait qu'ils soient responsables trop tôt. Je vous donne un exemple. J'ai une copine à moi que j'adore, qui est une des meilleures mamans du monde. Il y a quelques années, on part puis on s'en va en camping. Et on arrive et on débarque de la voiture, puis là, on s'en va en camping ensemble. On a des tentes, les tentes pour les enfants, les tentes pour nous, le matériel, tout ça. On arrive, nos filles, je le dis pas l'âge, on arrive et on débarque de la voiture et les enfants, spontanément, voient un parc et là, ils partent pour s'en aller vers le parc, le terrain de jeu. Et je fais non, 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 non. Emmanuel, ça c'est ma fille. Je dis, tu reviens ici, ma chérie, tu vas nous aider à monter la tente. Et là, ma copine fait non, 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 laisse-les faire. Ils sont en vacances. Je dis, ben, c'est parce que moi aussi. Ah, ben non. Non, 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 on va monter la tente en prenant une petite coupe de vin. Laisse-les faire. Ah, ben non.
Je ne laisse pas faire. Ma fille voulait qu'on parte en vacances ensemble. Elle m'a aidé à faire les bagages, elle va m'aider à installer les trucs, puis ensuite, elle va pouvoir aller s'amuser. Puis nous, on va boire notre coupe de vin assis confortablement en regardant le fleuve. C'est pas vrai que... Et là, on commence à installer la tente. Et pendant qu'on installe, là, ben, finalement, c'est ça, ma copine ramène ses 2 enfants. Et pendant qu'on installe la tente, sa fille elle saute sur elle-même. Et là, ma copine la regarde, elle fait ben vas-y, Marianne, aux toilettes, ils sont là, les toilettes. Et là, sa fille part et s'en va aux toilettes. Et là, moi, normalement, avec mes amis, je tiens ma langue. Je suis leur amie, je ne suis pas leur coach. Mais là, parfois, je l'échappe ma langue. Alors, j'ai un peu échappé ma langue. Et je lui dis hey, Hélène, tu as l'intention de dire à ta fille d'aller faire pipi jusqu'à quel âge? Ta fille a 12 ans. Et ma fille de répondre, pas ma fille, ma copine de répondre, elle dit, elle dit, ma fille, elle dit, tu sais, avec son TDAH, elle dit, elle oublie, elle dit, écoute, si je ne fais pas penser d'aller faire pipi plusieurs fois par jour, ben elle s'échappe. Elle avait 12 ans. Là, je fais, écoute, si ta fille s'échappe, c'est peut-être pas en raison de son TDAH. C'est peut-être parce que ça fait 12 ans que tu es responsable de sa vessie. Et là, ma copine dit, ben là, franchement, Nancy, qu'est-ce que je suis censée faire? La laisser se faire pipi dessus? Ma réponse, c'est quoi? Mais non, on ne fait pas ça, c'est moche. On laisse pas un enfant se faire pipi dessus. Mais la bonne réponse, c'est ben non. Mais au lieu de toi décoder que ta fille sautille sur place et décoder, dire tiens, ma fille sautille, ça doit être parce qu'elle a envie de pipi. Et là, je lui dis où est-ce qu'ils sont les toilettes? Ben peut-être que tu aurais pu, ma belle Hélène, dire à ta fille Marianne, sautille sur place. Pourquoi? Peut-être que Marianne aurait fait je sais pas. Demande à ton corps. Qu'est-ce qui fait que, prends une petite pause là, demande à ton corps, qu'est-ce qui fait que tu sautilles sur place? Et là, ma copine est un peu insultée parce que, tu sais, je fais un peu d'ingérence, c'est pas cool. Et elle me dit, ben là, elle m'aurait dit, je sais pas sont où les toilettes. Je dis, ben, après ça, tu peux lui dire, OK, tu sais pas sont où les toilettes. Ben, tourne sur toi-même et observe ton environnement. Il y a une pancarte là avec une petite bonne femme avec une jupe et une flèche. À 12 ans, à mon avis, elle est capable de suivre la flèche. Et là, ben, écoute, il y a une bâtisse en bois dans le milieu de la forêt. Il y a plein de temps, une bâtisse en bois. Je pense qu'à 12 ans, elle est capable de deviner que c'est le bloc sanitaire. Mais c'est pas ça qu'on fait. On est toujours derrière nos enfants à leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Alors, regardons ensemble qu'est-ce qu'on serait mieux de faire à la place de faire ça. Attendez, je vais te réussir. J'ai une petite question pour toi, moi, juste avant. Vas-y donc, mon cher, je Ben oui, t'écoute. on ne prend pas juste les questions du public, il y a les miennes aussi. Envoie donc. Est-ce que tu viens de m'interpeller? Et de un, est-ce que dans ta pratique, tu vois ça régulièrement, ce genre de comportement-là des parents, c'est-à-dire de penser pour leurs enfants? Parce que je m'imagine quand mes enfants étaient plus jeunes, savoir, j'ai-tu fait ça? Là, je cherche. Et l'autre point, c'est est-ce que ton ami est encore ton ami? Mais Oui, revenons on à a la eu question quelques numéro un. tensions. Mais On a revenons eu à la question quelques numéro On a eu quelques tensions, mais oui, c'est vraiment quelque chose que j'observe beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, puis je n'ai pas trouvé l'auteur, je pense que c'est France Paradis, mais je ne suis pas certaine. Un auteur qui disait la parentalité, c'est la seule sphère de notre vie où, au fur et à mesure où on gagne en compétences, il faut en faire de moins en moins. C'est dur, ça. Et on a un paquet d'automatismes. Écoute, ça commence très tôt. OK, on a le petit, il y a 1 an, il commence à marcher. Il y a l'espèce de petit marcheur, le petit trotteur. Et là, on le regarde marcher, parce que là, on a tout le temps les yeux sur nos enfants maintenant. Hein, parce qu'on a l'impression, si on ne les regarde pas, ben, ils vont tomber dans un trou quelque part dans la stratosphère. Bref, Justin se met à se promener, et là, tout à coup, il bute sur un obstacle. Qu'est-ce qu'on fait? À la seconde où il bute sur un obstacle,
on se lève et on enlève l'obstacle ou encore on réoriente le trotteur pour qu'il puisse continuer. Justin n'a pas le temps de buter, de regarder, de se demander ce qu'il peut faire et d'essayer de contourner. C'est un réflexe. Après, Justin attrape les 2 ans et là, à un moment donné, il tourne un peu en rond. Nous, on a encore les yeux dessus. Et là, on fait ouais, pauvre Justin, il s'emmerde. Est-ce que tu veux faire un casse-tête, mon Justin? Hein? Tu veux faire un casse-tête? Et là, Justin fait il se dirige vers l'étage où il y a le casse-tête. Et nous, pendant qu'il se dirige vers l'étage où il y a le casse-tête, on se dit wow, c'est beaucoup trop haut pour lui. Donc, on s'étire puis on prend la boîte. On lui donne la boîte, il s'installe, il commence à essayer d'ouvrir la boîte. On fait ah, c'est trop dur. On y enlève des mains, on ouvre la boîte. On tourne ça, on étale tous les morceaux de casse-tête. Là, on lui dit prends-lui là, mets-le là, mets-le là. OK, ouais, super. Prends-lui, mets-le là, tourne-le d'autre bord. Tourne, gaga. Et après, 3 minutes plus tard, il a terminé le casse-tête. Mais en fait, j'ai terminé le casse-tête. Je fais si, pas du tout, c'est lui, c'est moi qui l'ai fait. Et on fait ça non-stop. Et je pourrais tellement vous donner d'exemples de parents bien intentionnés. Je pense à un parent qui, on est en train de discuter ensemble. Je suis en coaching. Tu as son fils de 5 ans qui débarque. Le petit s'avance. OK, le parent est en train de me parler. Le petit s'avance. Il n'a encore rien dit. Et le parent, tout en discutant avec moi, le prend. Il a 5 ans, là, il est lourd, c'est une roche. Et il fait. Puis il le met sur lui. Le petit n'a jamais dit qu'il voulait être sur les genoux de son parent. Il était encore en mouvement. Et on le voit, là, un peu partout. Des enfants qui sont rendus à 4-5 ans, justement, ou 3 ans, ils savent parler, ils arrivent à côté de leurs parents, ils font non, 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 non. Le parent. Alors, on a tendance, comme parents, à anticiper. Bon, c'est l'automne. On est au mois de novembre. Qu'est-ce qu'on fait le matin? On regarde c'est quoi la météo, combien il fait dehors, et on dit à nos enfants quoi se mettre sur le dos. Il n'y a pas un enfant au Québec qui sait qu'il fait froid dehors l'hiver parce qu'on ne les laisse pas sortir sans qu'ils soient mitouflés jusqu'aux yeux. Et là, quand ils ont 3-4 ans, mettons 2, là, ils enlèvent leur mitaine pour toucher à la neige. On fait touche pas ça, c'est froid. Ils ne savent pas. Moi, je trouve ça très drôle. J'avais déjà vu dans une garderie, l'éducatrice, c'est mets ton cache-cou, mets ton bonnet, mets tes mitaines, remonte ton collet, il fait froid dehors. Et là, on est dehors, les enfants, ils ont chaud. Là, ils font comme ah, c'est ça, froid, c'est un peu étrange. Euh, on fait ça. Moi, la première, nouveau couple avec mon conjoint actuel, je m'en vais la première année magasiner les cadeaux de Noël et j'ai Louis avec moi il y a 7 ans. On rentre dans le centre commercial. On est entre les deux portes. On n'est pas entré encore. On rentre, on est entre les deux portes et je lui dis OK, enlève ta tuque, enlève ton cache-cou, je vais les mettre dans mon sac à main, dézippe ton manteau, sinon tu vas avoir chaud. Et là, je m'entends parler, je fais ah. Je l'ai faite. Les enfants se querellent dans le salon. On est en train de faire le souper. Ils partent la sirène. Puis ça, c'est international. Là. Je me suis promenée beaucoup dans le monde. Là, c'est écoute, je l'ai entendu dans toutes les langues, en allemand, en arabe. Et tous les parents font la même affaire. Papa, 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 papa. Super, parents à la rescousse. Il y a un conflit. On m'a trouvé une solution. Et là, on débat. On fait Antoine, c'est ton frère qui avait la télécommande, tu lui redonnes. On leur pitch la solution pour retourner éplucher nos patates. Ça va plus vite. Mais qu'est-ce qui se passe? Nos enfants apprennent quoi? Si j'ai un problème, je pars la sirène. J'essaye d'attacher ma veste, puis là, ça ne marche pas. Je fais et papa, maman débarque. On le fait non-stop. Ce qu'on leur dit, c'est nous, on va deviner tes besoins. Tu n'as pas besoin de les exprimer.
Et on est là à toujours rendre ça le plus facile possible. Et parfois, on fait ce que j'appelle de la suradaptation. On n'aime pas voir nos enfants vivre du malaise, vivre de l'inconfort, mais on n'aime pas gérer des crises non plus. Hein, si ça vous tente d'aller voir, là, j'ai une vidéo YouTube sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Les crises sont comme des cacamous ». Okay? Personne n'aime gérer les cacamous quand les enfants sont bébés. Parfois, ça leur monte jusque dans le cou, mais c'est normal. Okay? On sait que quand on a un bébé, il va falloir changer des couches qui, des fois, ne sont pas le fun à changer. Ben, quand on a des enfants, ben, il y a des crises qui viennent avec, mais personne n'aime gérer ça. Donc, souvent, à la perspective de la possibilité éventuelle d'une crise, on dit oui, alors que dans le fond, on aura envie de dire non. On marche sur des œufs pour éviter les frustrations, pour être sûr de s'éviter une querelle supplémentaire, parce qu'on est épuisé et qu'on n'a pas le temps de gérer ça. En particulier le matin avant de partir pour l'école. Il y a une espèce de mélange, si je comprends bien, du parent qui veut trop en faire pour son enfant et du parent qui ne veut pas avoir à gérer une crise qui va s'éterniser éternellement. Oui, et du parent qui veut être efficace. On Oui, veut que oui, ça ah roule. oui. On est débordé et on veut Mhm. que ça roule. Donc, on essaie de faire les choses. C'est beaucoup plus facile pour moi de mettre les chaussures de mon enfant puis de les attacher que d'attendre pendant 10-15 minutes qu'il gosse après et qu'il réussisse à le faire. C'est beaucoup plus rapide si Olivier a oublié son sac d'école de trouver la solution, de lui pitcher la solution, parce qu'après ça, je peux aller faire autre chose. Il y a ça, mais là, tu m'amènes justement à mon point suivant, c'est qu'on est aussi une génération de parents performants. On veut que nos enfants, ils nous renvoient une image de compétence. On veut que nos enfants se conduisent bien, fassent pas de bêtises. Et parfois, nos enfants, c'est un peu notre bulletin de parents. Si mon enfant se conduit bien et que la maîtresse en veut, comme ça, en veut 12 comme ça dans sa classe, ça veut dire que moi, je suis compétente. Si mon enfant fait une bêtise et qu'il se met les pieds dans les plats, on a le réflexe de se demander « Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait de moche? » Et c'est quoi qu'il faut que je fasse ici, maintenant, et comment il faut que je trouve la solution le plus vite possible pour régler la situation pour toujours. Et parfois, je pense que la société nous renvoie cette pression-là. On a l'impression qu'il faudrait avoir fini d'élever nos enfants avant de les envoyer à l'école. Tu sais, moi, je me souviens très bien, je ne me souviens pas c'est quoi la bêtise de ma fille, mais elle avait à peu près 7 ans, puis elle fait une bêtise. Et quelqu'un me dit « Ah, Nancy Cordonnier mal chaussée, ta fille est mal élevée. » Je fais « À 7 ans, il me reste 11 ans d'ouvrage à mettre dessus. Je trouve que je ne suis pas dans le jus, là. » Tu sais, genre, on a 18 ans pour élever nos enfants, 24, c'est un garçon. Je... Bon, sur ces belles paroles, je vais te laisser remettre ton PowerPoint. Ben, en fait, je n'ai pas tant besoin. Bon, oui, je vais le mettre, je vais le mettre. Bon, pas trop, mais en même temps, je vais juste répondre à quelqu'un qui a demandé si c'était possible d'avoir la vidéo par la suite. Oui, 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 je peux juste me rappeler rapidement, vous allez avoir le lien par email pour pouvoir revisionner le tout sans aucun problème. Alors voilà, tu peux continuer. Et c'est là, justement, quand on veut trop performer comme parent, qu'on tombe facilement dans le piège de tomber dans le syndrome du policier bien intentionné. OK, on va imaginer que mon mari, c'est un policier, OK, et que il veut tellement mon bien, il veut tellement ma sécurité, c'est normal, je suis extraordinaire, il veut tellement ma sécurité qu'il veut absolument que je respecte à la lettre le code de la sécurité routière. Alors, pour ce faire, ce qu'il fait, c'est qu'il installe dans mon auto un walkie-talkie, un CB. Okay? Et à tous les matins, il me suit avec son auto de police. Donc, à tous les matins, quand j'embarque dans mon auto, j'entends « OK, Nancy, c'est beau, tu peux reculer là. C'est beau, recule, recule. Ouais, non, t'es pas obligé de reculer jusqu'à chez le 8e voisin quand même. » Et puis là, ma grande, tu n'avais même pas regardé derrière ta voiture avant d'embarquer dedans. Là. Ça, tu as vu ça dans ton cours de conduite. Tu es supposé faire le tour de ta voiture et là, j'ai vu que tu ne l'avais pas fait le tour de ta voiture. La prochaine fois que tu fais ça, ma chérie, tu vas avoir une contravention. Bon, là, vas-y, avance. Vas-y, avance, avance. T'as-tu vu, là, il y a un stop au bout de la rue? Ralentis, ralentis. Oh,
stop. Ah, là, ta roue est directement sur la ligne d'arrêt. Là. Ta roue est censée être derrière la ligne d'arrêt. Ça aussi, tu as appris ça dans ton cours de conduite. Non, tu n'as pas écouté. Là, tu n'as même pas mis ton clignotant. Est-ce que tu vas avoir une contravention? Continue comme ça, tu vas avoir une grande contravention. Je t'aime, ma chérie, mais c'est pour ton bien. Là, je vais te donner une chance. Bon, vas-y, là, tourne. Bon, OK, avance, avance. C'est bon. Bon, là, tu conduis bien. Tu vois que tu es capable comme quand tu veux. Mais là, as-tu vu la limite de vitesse? Bon, madame ne regarde même pas les panneaux. C'est sûr que si tu ne regardes pas les panneaux, vous avez compris. Rendu là, normalement, vos cheveux sont dressés sur la tête, les poils sur les bras, puis j'ai sincèrement commencé à vous gosser. Quand je fais cet exemple-là en salle, je fais lever la main. Peut-être que là, vous pourriez, on a-tu le truc pour lever la main? Oui, Oui, vous absolument. avez le moyen de lever la main. OK? Combien d'entre vous, si vous aviez un conjoint ou une conjointe comme ça vous donnerait l'envie d'avoir une genre de manifestation agressive? Tu sais, genre, je pète un plomb, j'arrête la voiture, je t'engueule, je lance les clés. André, ouais, ouais. Il y en a sûrement plusieurs que ça leur donnerait l'envie d'être agressif. Oui, ça me dit pas mal. Il y en a sûrement aussi d'entre vous que ça leur donnerait au contraire l'envie de dire, ben moi, je ne fais plus rien. Moi, je ne conduis plus. Tu veux les clés? Prends les clés. Ou ben moi, je vais prendre un taxi, mais je ne conduis plus. Pour certains d'entre vous, ça pourrait donner l'envie de devenir passif. Chez certains d'entre vous, ça pourrait donner l'envie de déjouer celui qui cherche à vous contrôler. Donc, le matin, j'essaie de me sauver sans qu'il me voie. Dans la voiture, je mets la musique dans le piton pour éviter de l'entendre. Je me sauve à travers les rues pour essayer de lui échapper. Donc, ça se pourrait que ça fasse ça. Mais il y a certaines personnes, comme moi, que ça leur donnerait l'envie de tomber en mode provocation. Tu trouves que je vais vite? Ah, regarde-moi bien aller. Ou encore, je vais à 32 km/h dans zone de 70 et quand tu me dis « Hein, t'avances pas », je fais « Ah, tu trouvais que j'allais trop vite tout à l'heure. » Je clignote à gauche, je tourne à droite, un coup de break, un coup de gaz. Moi, ça me donnerait l'envie de... Et je pense que l'entièreté d'entre vous, ben, le jour où vous allez être assis dans la voiture à côté, vous allez l'observer, vous faire « Toi non plus, tu n'es pas mieux. Regarde, t'as-tu vu, tu as fait une erreur. » Mais si je vous faisais lever la main en disant lesquels d'entre vous, ça leur donnerait d'avoir quelqu'un qui est toujours derrière eux pour leur dire comment conduire et qui relève chacune de leurs erreurs et qui menace constamment de sanctions et qui a toujours un commentaire. Bien, il y en a combien ça leur donnerait l'envie d'améliorer leur conduite? Pas beaucoup de gens, hein? En tout cas, moi, ça ne me donnerait pas l'envie d'améliorer ma conduite. Sauf si le gars, c'est Claude Legault. C'est mon acteur préféré. Mais qu'est-ce qui risquait de se passer si c'était Claude Legault? Ben, il a beau être bien cute, j'ai beau le trouver très, très séduisant. Ben, ce qui risquerait de se passer, c'est qu'au départ, je voudrais tellement lui plaire que j'essayerais de tout faire pour être adéquate. Et si, malgré tout, il trouve à redire sur mon comportement, ben, je risquerais de démissionner et de dire, ben, de toute façon, ça ne sert à rien. Et ben, je risquerais aussi de ne pas avoir très, très longtemps envie de le satisfaire. Et si en plus, dans l'auto qui me suit, ils sont deux, et que chaque fois que Claude Legault donne une consigne, il y a de l'écho dans la consigne. Hein? Et que là, il me dit quelque chose comme « Wow, 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 ralentis, là, il y a un stop au bout. » Puis l'autre, « Ouais, il y a un stop au bout, ralentis. » T'as oublié ton clignotant? Ouais, oublie pas ton clignotant. S'il y a de l'écho, probablement, je serai encore plus irrité. Mais si en plus l'écho est contradictoire, hein? Ah non, là, t'as pas mis ta roue est directement sur la ligne d'arrêt, là, tu vas avoir une contravention. Voyons, on ne donne pas une contravention pour une roue sur la ligne d'arrêt. Là, mets ton clignotant, là. Mais là, il n'est pas obligé de le mettre aussi rapidement que ça.
Si en plus il y avait des contradictions, vous comprendrez que ce serait encore plus irritant et que je risquerais encore d'encore plus mal conduire. Vous voyez où je veux en venir? Quand on est dans un complexe de performance comme parent, ben on peut facilement tomber dans le piège d'être constamment derrière nos enfants pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, et relever chacune de leurs erreurs et menacer de sanctions. Moi, la première. Moi, je suis une fille structurée, organisée, efficace. Ça roule mon affaire. À l'époque, je suis maman monoparentale. Ma fille a à peu près, je ne sais pas moi, 7-8 ans. Et là, je vais la chercher à l'école. Et là, je suis dans ma tête, je suis en train de structurer ma soirée. Et je vais la chercher à l'école. J'arrive au service de garde. Elle veut me montrer son dessin. Puis là, je fais ah oui, oui, c'est beau. Il est beau ton dessin. Oui, oui, il est beau ton dessin. OK, viens-t'en, ma belle. Viens-t'en, viens-t'en. Viens-t'en, là, on va aller s'habiller. Hein, viens t'habiller, là. Et là, on fait donc bien ça. Hein. On répète 4 fois la même intervention comme si c'était. On peut-tu laisser le temps à l'intervention de se rendre jusqu'à l'oreille, trouver la bonne neurone, allumer la neurone, puis que ça se traduise par une action. Bref, ma fille s'habille, puis là, je lui tends ses vêtements, puis là, je disais, bon, ben, mets ton pantalon, mets tes bottes, OK, mets ton manteau, OK, mets ton cache-cou, zip ton manteau. Et là, je lui dis quoi faire. Et là, je fais, OK, viens, on s'en va là. OK, embarque dans l'auto, est-ce que tu as tout ce que ça te prend? Là, on embarque dans l'auto. Dans l'auto, je lui demande un compte rendu de sa journée. Moi, je suis en train de penser à ce que je vais préparer pour souper. On arrive à la maison et on rentre dans l'abri tempo. Et là, ben, on n'est pas encore arrêté. Là, je lui dis, ramasse toutes tes choses, ton sac d'école, ta boîte à lunch, assure-toi que tu n'as rien oublié. Rouvre la porte doucement hein, pour ne pas taper sur l'abri tempo. Et là, moi, je sors et je lui dis, ferme la porte doucement, ma grande. Et là, elle ferme la porte, j'arrive derrière elle, je lui dis avance. Et là, en arrivant à la maison, elle met elle met la main sur la poignée de porte et je lui dis ouvre la porte. Et là, elle arrête, elle fait ça, maman, je pense que j'aurais pensé toute seule. Je fais je suis gossante. Hein? Elle dit, oui. Nos enfants sont là-dedans tout le temps. Et le résultat de ça, c'est que d'une part, ça amène ce qu'on a vu tantôt, réaction agressive, envie de déjouer. Pour certains, ça les amène à être dans une position beaucoup plus passive. Certains se mettent à avoir tellement envie de plaire et de ne pas se faire gronder qu'ils développent une espèce d'anxiété de conformisme que j'appelle. Et dans certains cas, ben, ça amène de l'opposition aussi. Mais ce que je vois aussi beaucoup, moi j'ai travaillé beaucoup en milieu scolaire, c'est que je vois beaucoup d'enfants qui se mettent la switch à off. Ils arrêtent de penser. Ils attendent qu'il y ait quelqu'un qui leur dise ça a-tu de l'allure ce que je me prépare à faire ou pas? Alors, on voit de plus en plus d'enfants qui, si on leur dit pas, on leur dit, là, on s'en va à la récréation, on est rendu à l'espace d'habillement. Et il y a plusieurs enfants que si on leur dit pas de s'habiller, ils ne s'habillent pas. Il y a plusieurs enfants qu'on leur explique un peu un travail en classe et là, leur crayon devient une espèce de fusée. Ils n'écoutent pas pantoute. Et quand ils se mettent à travailler, ils regardent un peu, ils ne lisent même pas leurs questions, ils lèvent la main. Je ne comprends pas. Mais ils n'ont pas essayé de comprendre. Plusieurs enfants, que quand ils ont des conflits, ils n'essayent pas de résoudre les conflits. Ils partent la sirène, ils attendent qu'il y ait quelqu'un qui débarque. Ils n'ont pas développé leur coffre à outils. Alors, mon point ce soir, c'est et si on apprenait aux enfants à réfléchir un petit peu plus, au lieu de toujours obéir au doigt et à l'œil? Et si on si on sortait un petit peu plus de notre désir de performance, de notre désir d'être efficace, pour plus prendre le temps d'enseigner à nos enfants, c'est quoi la résolution de problème? C'est quoi en faire un petit peu moins pour leur rendre la vie facile et en faire un petit peu plus pour leur apprendre à réfléchir. Le temps passe vite. Moi, je leur avais dit 45 minutes, ce serait court pour moi. Il faut que je vous parle, en fait. Vas-y, André, si tu avais une Non, mais question. c'était juste pour te dire que ça va super bien, puis c'est tellement intéressant qu'il n'y a aucun souci. Puis effectivement, concernant le temps, je ne sais pas si tu veux revenir à ton PowerPoint ou si tu veux continuer sur d'autres sujets, ben sur sur ces mêmes sujets, mais Le même sujet.
je veux savoir, puis je ne sais pas si tu l'avais dans ta présentation, mais est-ce que tu as aussi peut-être, quel- je ne sais pas si je dois utiliser le mot truc, là, mais quelques réflexions à avoir quand il arrive des situations. Je dis quoi à mon enfant? Mon réflexe premier, c'est de régler le problème. Je pense que tous les parents vont vivre cette même situation-là. Ben, il arrive une situation de ce genre-là, qu'est-ce que je dois penser? C'est quoi mes premiers réflexes que je devrais avoir en tant que parent? En fait, ce que je te dirais là-dessus, puis ouais, c'était un peu dans le PowerPoint, mais quand même, ce que je dirais là-dessus, c'est le plus tôt possible, plutôt que d'offrir une solution à nos enfants sur un plateau d'argent, c'est intéressant de leur poser des questions. Alors, à mon Antoine, OK, qu'à tous les matins, je lui dis, habille-toi, oublie pas ta tuque. Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut dans ton sac d'école? Est-ce que tu as Mais en fait, on ne dit même pas ça. Hein. On a dit, habille-toi, mets ta tuque dans ton sac, prends ta boîte à lunch, ou même, je vais même lui donner la boîte à lunch. Je vais lui mettre dans les mains pour être sûr qu'il l'ait. Puis là, fait, OK, dépêche-toi à sortir, l'autobus arrive. Bien, au lieu de faire ça, progressivement, c'est intéressant de poser des questions. OK, est-ce que tu as tout ce que ça te prend? Vérifie. OK. Regarde dehors pour surveiller l'autobus qui arrive. Et là, moi, je la vois, l'autobus qui arrive. Et là, je vois qu'il est en train de se fouiller dans le nez. Okay? Et je vais peut-être attendre un tout petit peu pour lui donner la chance de peut-être la voir, l'autobus, plutôt que ce soit moi qui l'ai vu arriver du bout de la rue pour dire dépêche-toi de sortir à la rive. Quand les enfants chicanent dans le salon et qu'ils partent la sirène, des fois, c'est intéressant de dire si vous avez besoin d'aide pour régler votre conflit, venez me voir. On va leur demander un minimum d'effort plutôt que de débarquer. Et OK. après ça, c'est dire OK, c'est quoi le problème? Est-ce que tu as une idée de solution? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et après, je peux proposer 5, 6 affaires et les laisser choisir là-dedans, plutôt que de dire OK, il me garoche le problème et moi, je trouve la solution. Euh, Olivier a oublié son sac d'école. OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et enfin, je ne sais pas. Ben écoute, prends le temps d'y penser, je vais aller faire une brassée de lavage. Je laisse mijoter à feu doux. Et après, ben, il ne sait toujours pas. Ben, je vais peut-être amener quelques pistes de solutions, puis prendre le temps et lui laisser l'espace-temps. Est-ce que tu as d'autres idées? Et là, je laisse un silence. Et après, ben, si son idée, ou l'idée qu'on choisit, c'est d'appeler la petite voisine, ben, c'est pas moi qui va appeler la mère de la petite voisine pour lui demander si elle a le cahier clic-mat, machin truc. Je vais lui écrire le numéro de téléphone, puis je vais le laisser appeler. Et ça se peut qu'il soit maladroit. Parce que les enfants d'aujourd'hui n'ont pas suivi le cours de téléphone 101. Fait que ça se pourrait que ça sorte tout croche et que ça fasse j'ai pas clic-mat. Ah, oups, fallait que tu dises. OK. Eh bien, s'il faut aller chercher clic-mat, ben, ou bien je vais laisser l'enfant y aller. Et s'il est trop jeune, je vais l'amener avec moi. Je ne vais pas aller le chercher moi-même. Donc, on va laisser le plus possible de temps. Je repense à mon exemple avec mon petit Louis, que là, on rentre dans le centre commercial. Ben, peut-être que je peux attendre 10 minutes et lui dire est-ce que tu as chaud pour qu'il puisse faire ouais, j'ai un peu chaud. Qu'est-ce qu'on fait, mon loup, quand on a chaud? Ou bien, moi, j'aime bien l'humour. Il y a un moment donné où, justement, on est à table et il se lève puis il laisse son assiette là. Fait qu'au lieu de dire Louis ramasse son assiette, mais là sur le comptoir, je lui dis quoi penser? Je fais hey, Tilou, je pense que tu as oublié quelque chose. Fait que là, il revient puis il me regarde. Quoi? Tourne sur ton. Observe, regarde. Et regarde. Il ne voit pas. Prends ton temps. Moi, je suggère d'observer comme ici, là. Il fait ah, mon assiette! Oui. Il prend l'assiette, puis il me regarde, puis il dit où je la mets? En dessous de ton lit, mon cœur. Il se retourne, fait tu me niaises, hein? Oui, je te niaise. Où est-ce qu'elle va l'assiette? Mais là, dans la vaisselle.
Et c'est là où je retourne un peu rapidement vers mon PowerPoint. Je vous dirais que dans la responsabilisation, dans l'approche que j'ai développée au niveau de la parentalité responsabilisante, euh, l'approche responsabilisante que j'appelle, je nomme qu'il y a 3 phases. La première phase, là, la phase de la chenille, là, c'est le 0-5 ans. Le 0-5 ans, la job de l'enfant 0-5 ans, c'est d'apprendre à connaître les limites, comprendre ce qui est permis puis ce qui ne l'est pas à la maison, ce qui est permis, ce qui ne l'est pas à la garderie. Euh, euh, renoncer, c'est Freud qui dirait renoncer à son désir de toute puissance. Donc, comprendre quand est-ce que c'est oui, quand est-ce que c'est non, quand est-ce que je peux négocier, quand est-ce que je peux pas. Je voudrais bien avoir le camion jaune, mais non, arracher la face de mon camarade, ce n'est pas une bonne idée pour réussir à l'obtenir. Ça ne marche pas, puis je risque de me retrouver dans le pétrin. Donc, 0-5 ans, vraiment, notre job de parents est quand même d'être assez directif, d'être assez encadrant et d'aider les enfants à comprendre où sont les limites. Deuxième phase, qui représente à peu près le primaire, ben là, ce serait le temps de la maturation, c'est la chrysalide, là, le temps de la maturation du cocon, où là, ben, normalement, c'est encore l'adulte pas mal qui met les limites, mais le jeune devrait développer de plus en plus d'autonomie dans la gestion des limites. Fait que, par exemple, ben, de plus en plus, l'enfant sait à quelle heure se font les devoirs, à quel endroit se font les devoirs et est de plus en plus autonome pour les faire. De plus en plus, sa routine du matin, ben, j'ai de moins en moins besoin d'être derrière lui pour lui dicter c'est l'heure de brosser tes dents, c'est l'heure de faire ci, c'est l'heure de faire ça. On a peut-être, par exemple, des pictogrammes. Puis, ben, j'ai encore besoin de superviser, mais de plus en plus, il est autonome là-dedans. Donc, on va viser dans une deuxième phase que l'enfant apprenne à, je les connais les règles, mais j'ai besoin de moins en moins de soutien. Puis, ben, parfois, je me mets les pieds dans les plats, puis j'assume ce qui vient avec. Dernière phase qui représente surtout l'adolescence et le début de l'âge adulte, c'est la phase du papillon, où notre jeune, au début de l'adolescence, hein, il faut qu'il se débatte contre le cocon, il se bat un peu contre ses parents et contre les règles, et qu'il apprenne à se fixer ses propres limites. J'étudie mon examen d'anglais parce que je veux avoir une bonne note, pas parce que mon parent me met un gun sur la tempe. Je me couche le soir parce que je comprends mes signaux de fatigue et je me dis que, ouais, finalement, je voulais bien finir d'écouter cette série Netflix-là, mais je l'écouterai demain parce que sinon, mes yeux ferment tout seuls. Donc, être capable de commencer à se fixer ses propres limites pour éventuellement voler de ses propres ailes. Et je vous fais un petit tour rapide. Je sais, je dépasse mon temps, là, mais je veux vous faire un petit tour rapide des 10 étapes de responsabilisation que je propose. C'est 10 apprentissages que nos enfants devraient faire pour devenir des adultes, à l'étape 10, là, pour devenir des adultes responsables, épanouis, capables de voler de leurs propres ailes, puis pas dépendants, indépendants. L'étape 1 qu'on peut commencer à travailler très tôt, c'est d'apprendre à nos enfants à reconnaître et à exprimer clairement leurs besoins. Fait que, tu sais, ben, quand bébé, il a chaud, il a froid, il a soif, ben, il pleure. Et moi, comme adulte, je fais oh, mon bébé, tu pleures? J'essaie de deviner qu'est-ce qui se passe. Et là, ben, je te nomme qu'est-ce qui se passe, puis je réponds à ton besoin. En vieillissant, ben, ça va être ce que je disais tantôt. L'enfant qui dit il est en train de faire des blocs Lego, puis il fait ah, ben, au lieu que je vole à son secours, je fais écoute, mon cœur, si tu as besoin d'aide, demande-le-moi. Et si tu me fais une belle demande, ça va me faire plaisir de t'aider. En vieillissant, ce sera peut-être d'apprendre à nos jeunes, de dire ouf, euh, est-ce que tu es fatigué ou est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu as chaud? Est-ce que tu as froid? Et les aider aussi à changer les plaintes par des demandes. Tu sais, quand un enfant vient nous voir en disant j'ai faim, ben moi, ma réponse, c'est ah, pas moi. Essaye donc de me faire une demande au lieu d'une plainte, tu vas voir, ça va aider. Une fois que l'enfant a appris que s'il veut quelque chose, il faut qu'il demande, idéalement à la bonne personne. La deuxième étape, ça va être, ben, ça se peut que je l'ai bien demandé,
mais je vais peut-être devoir attendre un peu. Je vais devoir vivre un délai. Nos enfants d'aujourd'hui sont habitués d'avoir une satisfaction très, très, très rapide à leurs désirs et besoins. Donc, apprendre à attendre de plus en plus longtemps dans toutes sortes de sphères, dont dans les demandes d'attention. Là, j'ai mon chien qui essaie d'avoir mon attention. Mais tu sais, les enfants, des fois, on est en train de préparer le repas, ils voudraient être dans nos bras, les faire attendre un petit peu. On est au téléphone, tu es en train de parler avec une amie, ils veulent nous montrer un dessin. Oui, je vais leur regarder ton dessin tout à l'heure. Leur enseigner aussi à tolérer la solitude, être capable de jouer seul, être capable de tolérer un petit peu le silence. Ça, c'était l'étape 2. L'étape 3, une fois que j'ai appris que si je veux quelque chose, il faut que je le demande, et ça se peut que j'aie un délai, c'est là où je vais apprendre à tolérer les frustrations. Mais je ne peux pas apprendre à tolérer un non si je n'ai pas appris à tolérer un oui, mais tantôt. Hier, je donnais une conférence sur la gestion des émotions, puis je disais aux parents, ben, vous savez, si vous voulez que vos enfants gèrent mieux leurs émotions et qu'ils tolèrent mieux la frustration, ben, ça prend de la pratique. Alors, si, comme parents, on fait tout pour éviter les frustrations à nos enfants et si on fait tout pour leur éviter les émotions plus difficiles, ben, on leur induit que ce n'est pas normal de vivre la tristesse, la déception, des choses comme ça. Donc, l'étape 3, ce sera tout ce qu'on va faire pour accompagner nos enfants dans le développement de la capacité à gérer en grande partie leurs émotions. Étape 4, c'est l'intégration de la hiérarchie. Comprendre que ben, parfois, c'est moi qui décide, mais parfois, non. Puis, ben, il y a des choses que mes parents ont le droit de faire, puis pas moi. Puis, des fois, mon parent a le droit de me dire, viens ici tout de suite, mais moi, je n'ai pas le droit de le faire. Pas évident à intégrer. L'étape 5, là, les étapes 1 à 4, c'est pas mal la petite enfance. C'est pas mal ma première phase. Deuxième phase, on rentre généralement dans les étapes du primaire. On va commencer à tomber dans des étapes de conformisme, de plus en plus de conformisme. Mais au départ, c'est un conformisme calculateur à l'étape 5. Je vais respecter les règles et les attentes si et seulement si j'ai peur de la conséquence et si et seulement si je me rends compte que c'est payant pour moi. Fait que, tu sais, c'est souvent récompense, ils cherchent les récompenses, ils cherchent à négocier, ils commencent à comprendre un petit peu plus le résultat de leurs actions. Ça, c'est payant pour moi, ça, c'est pas payant pour moi. Ça, ben, avec mon prof d'anglais, si je déconne, il se passe rien, mais avec mon prof de français, si je déconne, ouf, là, je risque d'être dans le trouble, donc je vais faire attention. On développe un peu d'autocontrôle, là. À l'étape 6, généralement, ça arrive plus vers l'âge de 8, 9, 10 ans. On commence à avoir un conformisme relationnel. Je commence à bien me comporter parce que je veux plaire et parce que j'ai peur de déplaire. Et là, ben, c'est tout comprendre les enjeux relationnels, comment être un bon ami, comment être bien perçu par les autres, sans nécessairement tomber dans l'excès. L'étape 7, fin du primaire, généralement, nos jeunes commencent à être pas mal autonomes. Donc, on est capable de les laisser se garder tout seuls, parfois même les laisser garder d'autres enfants. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent sont où les limites. Bon, ça ne les empêchera pas de les transgresser de temps en temps, là, mais généralement, ils ont une bonne notion du danger, ils commencent à être de plus en plus autonomes. Et là, après, ben, nos jeunes attrapent l'adolescence. Début de l'adolescence à l'étape 8, où là, notre jeune, il veut comme repousser toutes les règles, toutes les valeurs, toutes les façons de faire de ses parents pour dire, ben là, moi, là, j'ai appris à naviguer dans le château, dans le carré de sable que mes parents m'ont donné. Maintenant, il faut que j'apprenne à bâtir mon propre carré de sable. Qu'est-ce que je pense? C'est quoi mon opinion? Je rejette un peu mes parents. Et là, ben, qui je suis? Qu'est-ce que je veux? C'est qui mes amis? Je vais être différent, mais un peu comme les autres. Tu sais, c'est un peu, c'est cette étape-là où ce qui est comme super complexe. Fin de l'adolescence, l'étape 9, je vous dirais généralement 16-17 ans, où nos jeunes reviennent un petit peu plus vers nous. Et là, ben, ils ont plus envie d'entendre notre opinion, mais ils vont quand même faire leur propre opinion. Ils essaient de trouver l'espèce d'équilibre dans je ne veux pas être en conflit, je ne veux pas déplaire, mais en
même temps, il faut que je me respecte moi. Et là, l'étape 9 aussi, c'est toute la réflexion sur le choix de carrière. Je veux bien entendre l'opinion des gens sur qu'est-ce que je pense que je devrais faire, mais je veux être sûre de faire ce que moi je veux. C'est pas encore, mon identité n'est pas encore tout à fait intégrée, c'est pas évident. Notre ado ici est pas mal là-dedans. Et l'étape 10, c'est l'étape généralement où nos jeunes partent de la maison et où là, leurs valeurs commencent à être plus claires. Tous les apprentissages qu'ils ont fait avant deviennent plus clairs. Et là, c'est comme, bon, mais comment je peux faire pour donner à ma vie la saveur que moi, je voudrais qu'elle ait? Comment est-ce que je peux aligner mes choix, mes amis, mes relations amoureuses pour que ça respecte qui je suis? Et là, vous avez vu, c'est comme pas mal tous des escaliers. Et dans le bouquin, c'est des escaliers comme ça. C'est comme, ben, tu sais, je ne peux pas être à l'étape 5 où je suis supposée anticiper les conséquences de mes actions si je n'ai pas bien intégré l'étape 1 où j'ai une bonne conscience de mes besoins puis que je sais que si je veux quelque chose, il faut que je le demande. C'est un survol très rapide, tout le monde. En même temps, si vous aviez quelque chose à retenir de l'approche responsabilisante, de la parentalité responsabilisante, c'est trouver l'espèce d'équilibre entre fermeté et bienveillance. Trouver l'espèce d'équilibre aussi entre je suis là pour te soutenir, je suis là pour t'aider, je suis là pour t'encourager, je suis là pour t'écouter, t'accueillir avec bienveillance si jamais tu vis des choses difficiles, mais je ne vais pas faire les choses à ta place. Je vais te demander de faire les choses et de réfléchir par toi-même en fonction de ton âge le plus possible. Je vais t'amener à faire des choix et en assumer les résultats, quitte à ce que tu te mettes un peu les pieds dans les plats et que tu doives réparer. Et je ne vais pas tout faire pour que ta vie soit toujours facile. Je vais accepter que des fois, tu vives des inconforts, puis je vais t'accompagner, t'accueillir là-dedans. Alors voilà, question. Pour l'instant, la seule question que nous avons, c'est est-ce qu'on va recevoir le PowerPoint par courriel? C'est possible, oui, il y a moyen de l'envoyer sans problème. OK. Dans le pire des cas, en regardant à nouveau la, 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 la diffusion, donc en recevant le lien, ben, vous pourrez effectivement peut-être le C'est revoir tout négociable, simplement. je pourrais l'envoyer Oui, à Calaïdo sans problème. parfait. Encore une fois, si les gens ont des questions, c'est soit que vous les mettez dans le chat ou encore vous rendez dans la portion qui est dans le bas. Là, vous devriez voir normalement Q&A, alors Q&A, question and answer. Donc, vous pouvez entrer vos questions à cet endroit-là aussi. Puis ça va nous faire plaisir d'y répondre dans les prochaines minutes. Alors, en guise de conclusion. Ah, ben tiens, voici donc une question pour toi. Quelle stratégie pour les enfants de 0 à 5 ans? Je ne sais pas si on veut parler d'une stratégie plus particulière, là, je suis Il y en a pressé. beaucoup, 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 beaucoup des Ouais, c'est ça, stratégies hein? de mais tu sais, si on est en lien plus avec la responsabilisation, je vous dirais, ben, tu sais, dépendamment, ça dépend toujours de la situation, mais moi, j'aime beaucoup avec les enfants de 0 à 5 ans, les amener, tu sais, par exemple, à dire, OK, c'est l'heure de la routine. On est rendu à faire quoi, là? C'est quoi la prochaine étape? Fait que, tu sais, par exemple, pour la routine du matin, on peut avoir des pictogrammes, amener voir l'enfant. On est rendu à quelle étape? Plutôt que ce soit moi qui soit toujours derrière lui pour lui nommer ce qu'il se posait faire. S'il y a un conflit, ben c'est sûr qu'à 2 ans, les enfants n'ont pas encore un coffre à outils pour résoudre les conflits. Donc, je vais probablement pas résoudre le conflit à leur place, mais leur suggérer, les guider, les accompagner vraiment beaucoup. Mais rendu à 5 ans, là, vous voulez tous les deux avoir le camion jaune. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait le prendre chacun à notre tour? Est-ce qu'on pourrait décider que ben, toi, tu prends le rouge, puis toi, tu prends le jaune? Est-ce qu'on pourrait choisir un autre jeu? Donc, je vais peut-être y aller avec des suggestions. Tu sais, tout dépend vraiment du contexte et de la situation. Et de toute façon, si je ne me trompe pas, je pense que tout ce dont tu as parlé ce soir, ça s'applique davantage justement aux 0 5 ans.
oui, ça s'adapte jusqu'à 12 ans. Ah non, non, jusqu'à Avec, 18. et 24 pour les gars. Mais, Oui. non, mais effectivement, je pense que les enfants en bas âge, je pense que souvent, c'est surtout à eux que ça va s'appliquer, mais c'est surtout à eux qu'il faut appliquer ça et en plus bas âge possible, je pense, là, pour réussir Ben, en fait, à on développer ça. doit commencer le plus tôt possible, mais c'est un processus qui est vraiment évolutif. Tu sais, anticiper les conséquences de ses actes, faire attention à ce que je dis, à ce que je fais pour ne pas blesser les autres. Dans le 0-5 ans, les enfants ne sont pas rendus là. Mhm. Ça va être vraiment plus dans le 6-12 ans. Mais dans le 0-5 ans, à apprendre à attendre, apprendre à exprimer mes besoins sans crier, pleurnicher, ben oui, on peut commencer à le C'est ça. travailler. Euh, fait que, tu sais, donc, dépendamment des étapes, il y a différentes possibilités. Mais vraiment, je suggère aux gens, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, là, mais je l'aime beaucoup, c'est mon bouquin préféré dans tout ce que j'ai écrit. Les étapes sont bien décrites avec ce que vous pouvez faire. Si vous n'êtes pas très lecture, il y a quand même une formation gratuite qui s'appelle 10 étapes pour responsabiliser son enfant. Donc, si vous écrivez 10 étapes, Nancy Doyon, vous allez trouver aussi la formation gratuite. Et j'invite les gens aussi à me suivre sur ma page Facebook. Là, il y a vraiment un paquet d'outils là. Et il y a ma chaîne YouTube où il y a une centaine de capsules vidéo que vous pouvez consulter. Deux questions. Alors, premièrement, avez-vous une suggestion pour une ado de 13-14 ans qui veut garder ses écrans dans sa chambre la nuit, la laisser se responsabiliser? Ben, oui, je trouve ça intéressant de lui dire, OK, ben on fait un deal. OK, on l'essaie. On l'essaie pendant, on s'entend, ça pourrait être on l'essaie pendant 2 mois, tiens. OK? Et on va voir comment ça se passe. Si jamais on se rend compte que le matin, tu as du mal à te lever, si jamais on se rend compte que tu as du mal à avoir de l'autocontrôle, ce qui serait totalement normal à 13 ans, ben à ce moment-là, on trouvera une autre solution. Mais on va faire l'essai. Et faire l'essai, c'est de permettre aussi à l'enfant de faire des erreurs, de se tromper. Mais au bout du 2 mois, mettons, si on a décidé que c'est 2 mois, je ne vais pas prendre une attitude condescendante, une attitude culpabilisante en disant, bon, tu vois, je t'ai fait confiance, tu m'as prouvé que tu n'étais pas capable. Non. Ce que je vais lui dire, c'est quelque chose comme, OK, on a essayé, sauf que je me rends compte que le soir, tu te couches beaucoup trop tard, puis que le matin, tu as vraiment du mal à te lever. Je pense que présentement, dans ta vie, c'est peut-être encore un peu trop tôt pour que je te laisse gérer ça au complet. Donc, la fin de semaine, ce sera possible que tu les aies dans ta chambre, mais la semaine, ils vont devoir être, ils vont devoir être laissés, mettons, dans le Mhm. panier en bas. Maintenant, si notre jeune va avoir son téléphone dans sa chambre de soir, à 13 ans, on sait qu'ils n'ont pas encore la maturité pour avoir de l'autocontrôle et de savoir, tu sais, est-ce que c'est une bonne idée que je prenne une photo de mon décolleté? Ce sont des proies faciles. Alors moi, personnellement, jusqu'à 15-16 ans, le deal avec les jeunes, c'est un téléphone, tu as un écran, je te laisse aller un peu, mais j'ai tous les accès à tes comptes. Snapchat, bon, ils ont plus de Facebook maintenant, l'Instagram, etc. Et je me dois d'avoir tous tes accès et je me dois d'avoir l'accès à ton téléphone et ça se peut que j'aille vérifier de temps en temps pour m'assurer que tu ne te mets pas en danger. Et ça, c'est non négociable. Alors, Mhm. si tu refuses ça, pas de problème, c'est ou bien tu n'as pas de téléphone, ou bien ton téléphone, il reste dans les espaces publics et je ne te permets pas de l'utiliser tout seul. Parce qu'il faut faire quand même attention. On veut les responsabiliser, mais en même temps, il ne faut pas que la responsabilisation, ça devienne je te laisse t'organiser Ouais, ouais, et la pire chose que j'entends des fois dans la vie, c'est je vais le laisser se pendre avec sa corde. Ah! Quelle horreur! effectivement. L'autre question, et je crois que ce sera la dernière malheureusement, là, parce qu'on a vraiment dépassé le temps. Alors, des trucs pour ma fille de 7 ans qui cherche constamment mon attention, en parenthèse, relation très fusionnelle mère-fille. Merci. Ah, ah! Ben ça, voyez-vous, c'est l'étape 2. Et ce qui est intéressant, c'est tu sais, l'étape 2, vivre des délais. Je vous invite à lui faire vivre des délais dans toutes sortes de situations. Mais après ça, simplement, lui nommer, 7 ans, capable de le comprendre, de dire, sais-tu quoi? Tu
sais, je pense que tu demandes beaucoup, beaucoup mon attention, puis je pense que tu vis beaucoup de malaise quand je ne suis pas disponible à toi. Sais-tu quoi? À 7 ans, c'est important que tu t'entraînes à être capable d'être tout seul, de jouer tout seul et d'attendre avant d'avoir l'attention. Parce qu'au-delà de la relation mère-fille, ça peut jouer dans les amitiés aussi. L'enfant qui n'a pas appris à vivre des délais dans ses demandes d'attention peut être accaparant avec les enfants, avec les camarades, essayer d'avoir tout le temps l'exclusivité. L'enfant qui n'a pas appris non plus à vivre des délais dans ses demandes d'attention, des fois en classe, quand il doit travailler seul et en silence, il y a beaucoup de mal. Et là, il y en a qui vont sautiller, qui vont poser 1000 questions, qui vont faire des bruits de bouche parce qu'ils n'ont pas appris à tolérer la solitude. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est de l'entraînement. Alors, au départ, on s'entend sur des courtes périodes où l'enfant doit jouer seul. Et pendant cette période-là, on ne va répondre à aucune question et à aucune demande. Et ben, quand c'est réussi, après, ben, on peut avoir une petite récompense ou un petit temps tous les deux. Alors, on va commencer par des 5 minutes, des 10 minutes, des 15 minutes, des 20 minutes. Normalement, là, à 7 ans, votre enfant devrait être capable de jouer seul et de ne pas vous déranger ou accaparer votre attention pendant à peu près 45 minutes. Là. Fait que, on essaie de se rendre là le plus tôt possible. Ça peut amener des problèmes de sommeil aussi, les enfants qui ont du mal à être seuls parce qu'ils font de l'anxiété de solitude à l'heure du coucher. Nancy, on va clore là-dessus. Merci encore une fois de ces beaux conseils, de ce beau sujet qui, je pense, a vraiment aidé beaucoup de gens, puis tu as reçu plusieurs. Merci sur le chat. Alors, et là, tout le long, je voyais mes chats se promener derrière. J'espère qu'ils ne nous oui, ont pas c'est trop cute. concentrés. Moi qui aime les chats, fait que j'ai bien aimé. Un gros merci. D'habitude, les conférences, je les fais dans mon bureau, mais là, ils n'étaient pas disponibles. Alors, je suis désolée pour les chats à l'arrière.